Bon, welcome back. Donc, on va finir la connexion entre topologie et conductance de Hall. Donc, maintenant, on a à peu près les ingrédients en place. Hein. On a la formule de Kubo qui exprime ici la conductance de Hall en fonction des éléments de matrice de courant. On a dérivé une expression qui est la courbure de Berry en fonction du changement de l'hamiltonien dans l'espace des paramètres. Et donc maintenant, on va connecter ces deux choses en utilisant cette géométrie ici. Donc cette géométrie ici, c'est simplement une manière de considérer mon problème d'effet Hall quantique en commençant, disons, sur un système rectangulaire qui aurait ici des dimensions Lx et Ly. J'ai toujours mon champ magnétique qui traverse l'échantillon et je mets des conditions de bord périodiques sur ces... je mets des conditions de bord, pardon, sur cet échantillon en introduisant un twist des conditions de bord grâce à ces deux flux. Voilà, donc j'ai mon champ magnétique, j'ai le flux qui traverse le petit cycle que j'ai appelé phi y et le flux qui traverse le grand cycle que j'ai appelé phi x. Et la chose qui nous reste à faire, c'est de connecter les courants qui vont être ainsi induits au changement de l'hamiltonien par rapport à ces flux. Alors ça, c'est pas compliqué. Je vais écrire l'hamiltonien total, donc maintenant ça c'est vraiment l'hamiltonien complet du système. Hamiltonien à n corps. Hein. Je vais l'écrire comme une somme d'hamiltoniens à un corps agissant sur chaque électron I, avec éventuellement du désordre. Mais ce terme de désordre, ça va être un terme qui fait intervenir un potentiel en chaque point qui ne dépend que des positions, et des interactions, de nouveau, un terme qui ne dépend que des positions relatives des particules. Qu'est-ce que c'est que l'hamiltonien à un corps qui est ici, h de I? Donc petit h, ça va être simplement 1 sur 2m, px plus E phi x sur Lx au carré. Donc, ça, c'est le potentiel vecteur qui provient du flux qu'on a mis sur le cycle X. Vous pouvez le voir simplement en écrivant que la circulation du potentiel vecteur en question le long d'un cercle, donc AX Lx, hein, je fais une circulation comme ça, est égal au flux que j'ai ajouté, d'où ce terme. Et puis je vais avoir ici Py, disons je l'écris en jauge de Landau, plus E phi y sur Ly. Donc ça c'est l'hamiltonien à un corps. Alors maintenant je veux obtenir les courants. Donc pour obtenir les courants, il faut prendre la dérivée de l'hamiltonien par rapport au potentiel vecteur. Ça va me donner moins les courants, puisque le terme dans l'hamiltonien, c'est moins JA. Et vous voyez que quand vous faites ça, vous trouvez que delta H, si je varie delta H en phi x et phi y, delta H, c'est moins 1 sur Lx à cause du Lx qui est ici, moins 1 sur Lx Jx, Jx delta phi x,
moins 1 sur Ly, JY, delta phi Y. Donc les opérateurs courants, total, hein, c'est l'intégrale sur la surface des densités de courant, selon la direction A, c'est moins la taille du système dans cette direction, fois la dérivée de l'hamiltonien par rapport au flux que j'ai appliqué. Donc, j'ai directement relié les courants au changement de l'hamiltonien, et donc la formule de Kubo qui fait précisément intervenir les éléments de matrice du courant, à la courbure, on va pouvoir la relier à la courbure de Berry, qui fait intervenir les dérivées de l'hamiltonien par rapport au flux. Alors, pour être un petit peu plus précis, je peux explicitement calculer la manière dont l'état fondamental du système change quand j'ai appliqué ces flux. Donc, delta psi 0. Donc, ça, c'est vraiment le fondamental à n corps. Et vous voyez qu'en faisant ça, je vais supposer que je peux suivre ce fondamental quand je change les flux, donc que ce fondamental est non dégénéré. Donc ça, c'est très important. C'est, disons, une hypothèse clé. Et en particulier qu'il n'y a pas de brisure de symétrie. Donc je fais deux hypothèses, qu'il n'y a pas de brisure de symétrie dans le système. S'il y a une brisure de symétrie, les états fondamentaux il va y avoir plusieurs états fondamentaux, et que même s'il n'y a pas de brisure de symétrie, l'état fondamental est unique. Et on va voir que c'est précisément cette hypothèse-là sur le tore qui tombe pour expliquer l'effet Hall quantique fractionnaire. Donc ça, c'est l'expression no broken symmetry. Donc sous ces hypothèses, je peux calculer le changement de l'état fondamental comme la somme, comme une décomposition sur tous les états. Et calculer le recouvrement d psi 0 d phi y, d psi 0 d phi x, à cause de cette relation ici, je peux le relier aux éléments de matrice du courant. Maintenant, il y a un carré dans le dénominateur d'énergie, parce que j'ai pris ce produit scalaire, il y a 2 fois le dénominateur d'énergie. Et au bout du compte, vous obtenez que sigma xy, en utilisant la formule de Kubo, donc ça c'est directement l'objet qui intervenait dans la formule de Kubo pour sigma xy. Donc vous obtenez que sigma xy, c'est moins i e carré sur h fois... Alors je repasse aux variables angulaires, hein. J'ai écrit phi x, je crois que c'était là-haut.
je vais repasser à ces variables angulaires que j'avais définies là. Phi x, c'était phi x sur phi 0 égale θ x sur 2π. Je vais écrire les dérivés plutôt en termes des variables angulaires que des flux. Et donc vous reconnaissez ici l'expression de la courbure de Berry associée à l'état fondamental à n corps psi 0. Donc ce que vous obtenez finalement, c'est que sigma xy pour θx, θy fixé, c'est égal à moins e carré sur h fois la connexion de Berry, la courbure de Berry pour cette valeur de θ. Donc c'est ça qu'on a établi. Encore une fois, en supposant que cet objet est bien défini, c'est-à-dire que l'état fondamental est non dégénéré, qu'il n'y a pas de brisure de symétrie. Alors c'est là qu'intervient le dernier pas un peu subtil, qui est de dire, si je considère un grand système, les θx, θy, c'est un changement de condition au bord de mes fonctions d'onde, et donc je devrais pouvoir obtenir la conductivité de Hall totale pour un grand système en intégrant simplement sur ces conditions au bord. Donc ça, c'est un point un peu délicat, qui est difficile à prouver de manière exacte, je trouve, et donc c'est l'article de Hastings et al., relativement récent, qui prouve ça de manière correcte. Dans l'article de New, Thouless et compagnie, il est juste écrit que la conductance ne doit pas dépendre des conditions au bord, et donc on intègre. Voilà. Et donc finalement, si on accepte ce raisonnement, on trouve que la conductance de Hall, c'est moins e carré sur h, fois l'intégrale de la courbure de Berry sur le tore. Donc je vais écrire la mesure comme ça, comme un wedge product, pour bien signaler qu'il s'agit de la normale orientée à l'extérieur de la surface, f x, y, associée à l'état fondamental, θx, θy. Donc ça, c'est le résultat clé qui exprime la conductance de Hall en termes d'un invariant topologique qui est l'intégrale de la courbure de Berry sur cette surface de paramètres. Et cet invariant topologique s'appelle le premier nombre de Chern. Donc ça, c'est moins e carré sur h fois le premier nombre de Chern associé à mon état fondamental sur le tore. Et évidemment, il nous reste à montrer, et ça c'est des maths, que ce nombre de Chern, en l'occurrence, doit être un entier. Je vous en donnerai un exemple explicite dans le cas de fonction d'onde à un corps, un cas simple, probablement la prochaine fois. Voilà, on regardera les systèmes à deux bandes et on fera en détail le fait que ce nombre de Chern est un entier. Donc voilà le raisonnement qui permet de connecter la conductance de Hall à un invariant topologique du système. Question. Ce nombre de Chern, est-ce qu'il est relié au genre ? Alors, est-ce que ce nombre de Chern est relié au genre de la surface ? Non, pas directement. Là, il s'agit du nombre de Chern qui est associé au fibré défini par la manière dont l'état fondamental change sur ma surface. Donc on verra dans le cas de l'effort quantique fractionnaire que selon la nature de cette surface, la dégénérescence de l'état fondamental peut changer. Mais ce n'est pas un entier parce que le tore est de genre 1. C'est le nombre de Chern associé au fibré vectoriel de l'état fondamental sur mon tore.
Bien, donc voilà qui clôt en gros le premier cours. Et est-ce qu'il y a des questions sur ça? Alors vous voyez que ça, c'est quand même une vision très, je dirais, macroscopique de l'effet Hall quantique, la quantification de l'effet Hall. C'est très satisfaisant parce que ça permet de comprendre pourquoi, en présence d'interaction, en présence de désordre, et sous certaines hypothèses qui sont quand même très larges, on a une quantification de la conductance qui va donc être robuste. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne nous donne quand même pas une vision très microscopique de la manière dont les courants se circulent dans l'échantillon et comment ça marche vraiment. Donc comment ça marche vraiment? C'est lié à l'existence d'états de bord, puisque en gros la physique c'est que les électrons qui sont dans le bulk, ils ont des orbites fermées et ils ont du mal à conduire quoi que ce soit. Donc tous les courants sont localisés sur les bords. C'est les états de bord qui conduisent, qui sont responsables de la conductance. Et il doit donc y avoir un lien entre le nombre de Chern dans le bulk et le nombre d'états de bord, puisque la conductance va être directement liée au nombre d'états de bord. Donc ça, je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Je le ferai au cours 4, enfin j'en parlerai au cours 4, dans le contexte de l'effet Hall quantique fractionnaire, où il y a aussi ces états de bord. Les états de bord de l'effet Hall quantique entier sont en gros des états sans interaction. Les états de bord de l'effet Hall quantique fractionnel sont des liquides de Luttinger. Mais il y a toujours cette connexion entre le nombre de Chern dans le bulk et le nombre d'états de bord, qui est une manière plus microscopique de voir la quantification de la conductance, mais aussi la manière, ce qui se passe quand on quitte un plateau par rapport à une transition de percolation liée à ces états de bord et aux impuretés. Donc j'en parlerai un petit peu au cours 4. Donc voilà pour l'effet Hall quantique entier, au moins pour le cours 1. Et maintenant, ce que je voudrais faire, c'est vous parler d'états de bloc. Donc on va revenir à un système où il n'y a vraiment pas d'interaction. Et suivre en gros l'article de. Alors, je ne sais pas pour comment. Ouais. Suivre en gros l'article de Thouless et collaborateurs pour parler des aspects géométriques. Des fonctions de bloc. Donc voilà ce que je voudrais faire dans ce deuxième cours, au moins, je ne vais pas arriver à tout faire, ça c'est sûr, mais au moins une partie. Je voudrais vous parler d'états de bloc, donc ça va d'abord commencer par des rappels sur les états de bloc, en insistant sur les fonctions d'onde, et pas seulement sur les niveaux d'énergie. Et ensuite, je vais vous parler de topologie des états de bloc, topologie et géométrie des états de bloc, de manière générale, en posant les bases du formalisme, en suivant de manière assez proche l'article de Thouless, Komoto, Nightingale et Dennis de 82, qui est vraiment un article absolument fondateur de ce domaine. Et je pense que finalement, on va arriver à la fin de ce cours à la relation entre conductance de Hall pour un état de bloc donné et nombre de Chern associés à cette bande. Donc il y a une autre manière de considérer ce problème, mais pour des électrons indépendants, alors que là, il s'agit d'un nombre de Chern à n corps, hein, pour l'état fondamental complet. J'avais comme ambition de commencer à décliner ça dans des modèles concrets dès ce cours, donc de vous parler de structure de bande du graphène avec des rappels, puisque je pense que c'est quelque chose que vous connaissez tous et toutes assez bien. Et puis ensuite, au cours prochain, je vous parlerai d'isolant de Chern et de modèle de Haldane, mais
pense que vu l'heure, on n'aura pas le temps de faire la structure de bande de graphène aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Donc, un certain nombre de rappels sur les états de bloc. Je vais aussi faire pas mal de choses au tableau, mais j'ai quelques slides pour vous permettre de garder les formules clés en tête. Donc on considère une particule dans un potentiel périodique. Avec un potentiel qui a la périodicité d'un réseau de Bravais. Donc je vais appeler T les translations du réseau de Bravais. Et ce réseau de Bravais est engendré par les vecteurs de base que j'appelle AI avec des translations à coefficients entiers. Alors, au réseau de Bravais T, au réseau de Bravais L correspond le réseau réciproque. Au réseau dual, ou si vous voulez, le réseau de Fourier correspondant aux translations T, qui est défini par la condition AI. Donc, il est généré par des vecteurs que je vais appeler GJ. Qui vont être normalisés de la manière suivante. Et les vecteurs du réseau réciproque grand G, alors là, j'utilise une notation qui est souvent celle des gens qui font de la structure électronique. Je vais appeler G les vecteurs du réseau de Bravais, du réseau réciproque, et petit g les vecteurs de base du réseau réciproque. J'essaye d'éviter la notation B, qui est souvent utilisée dans les livres, parce que je vais me servir de B pour désigner les vecteurs qui connectent les seconds plus proches voisins dans certains réseaux. Donc je voudrais éviter cette notation-là. Donc les G, c'est somme de MIGI, de nouveau un coefficient entier. Alors à deux dimensions, en fait, qui va nous occuper pratiquement pendant tout ce cours, je ne vais jamais parler de trois dimensions dans ce cours, on vit dans un monde plat, il est possible de donner une construction exacte générale des vecteurs du réseau réciproque. Il suffit de prendre le vecteur A2, de lui appliquer une rotation de plus pi sur 2, de multiplier par 2pi, et de prendre son produit scalaire avec A1 pour normaliser et orthogonaliser. Et ça vous donne G1, et de même G2. Donc ça, c'est une construction générale des vecteurs du réseau réciproque à deux dimensions. Alors, comme je pense tout le monde le sait, le fait que le problème ait une invariance par translation conduit au théorème de Bloch, qui est aussi résumé sur ce slide, qui me dit que les fonctions d'onde peuvent être indexées par un indice de bande et un quasi-moment dans la zone de Brillouin du système et prennent la forme suivante, exponentielle IKR fois une fonction de Bloch qui a la périodicité du réseau, UNK de R plus une translation du réseau de Bravais égale à UNK de R. Une autre manière de dire ça, c'est que je peux appliquer une transformation unitaire pour un cas donné à l'hamiltonien. Je peux considérer HK, qui est défini comme exponentielle moins IKR
h exponentielle IKR, donc c'est une transformation unitaire de l'hamiltonien. Donc par exemple, quand vous appliquez cette transformation à l'opérateur impulsion, la seule chose que ça fait, c'est que ça transflate par h bar k l'opérateur P. Et cet hamiltonien hk, ou h de k, hamiltonien à un corps, hein, il est égal à 1 sur 2m P plus h bar k. Tout ça, c'est des vecteurs plus v de r. Et les fonctions de bloc U sont des solutions de h de k, unk, égale epsilon n de k, unk. Donc vous voyez que le problème a été découplé en plein de problèmes indépendants en chaque point K de la zone de Brillouin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise toujours dans les calculs de structure électronique, où on regarde un problème aux valeurs propres pour un point K donné. Comme les fonctions UNK sont périodiques, je peux les décomposer en mode de Fourier sur le réseau réciproque, donc UK nu. Alors, excusez-moi, dans ce slide-là, que j'ai repris d'un cours précédent, nu, c'est n, l'indice de bande, ce n'est pas le filling factor qu'on avait tout à l'heure, je suis désolé. Donc, on peut décomposer UNK de R en mode de Fourier sur le réseau réciproque, et l'équation qui est ici, elle se transforme en un problème aux valeurs propres pour un point K donné, donc indépendant de point K à point K, avec une matrice qui est une matrice sur les vecteurs du réseau réciproque. Et ça, c'est une méthode de calcul des structures de bande qui est tout à fait standard. On introduit une base d'ondes planes qui sont indexées par les vecteurs du réseau réciproque et on diagonalise cette grande matrice. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a des fonctions qui demandent beaucoup d'ondes planes. Ce serait l'objet d'un autre cours. Donc voilà le problème, le théorème de Bloch et ses conséquences pour le problème aux valeurs propres. Mais ce sur quoi je voudrais vraiment me concentrer, c'est non seulement les valeurs propres, mais les fonctions d'onde. Donc, il est facile de déduire certaines propriétés des valeurs propres, mais il est aussi facile de dire des bêtises. Donc, la première chose à remarquer, c'est que les fonctions complètes psi nk, donc avec le exponentiel IKR, forment une base orthonormale. Tout au moins, je peux l'orthonormaliser entre deux bandes différentes et deux points K différents. Cette propriété n'est pas correcte pour les UNK, en général. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, en un point K donné, orthonormaliser les fonctions de Bloch. Donc on peut assurer que UMK, UNK au même point K soit égal à delta NM. Mais en général, UNK n'est pas delta KK'. Et pourquoi ça c'est vrai? Pourquoi ça c'est faux? Pourquoi ça c'est vrai? C'est parce que quand on change de point K, il faut faire un choix de phase sur la fonction de Bloch. Et dans les cas où la topologie du système est non triviale, on ne peut pas faire le même choix de phase, on ne peut pas faire un choix de phase cohérent et régulier sur l'ensemble de la zone de Brillouin. Et donc on ne va pas pouvoir assurer cette solution, cette chose. Donc ça arrive souvent que les étudiants de première année écrivent cette équation avec un signe égal, mais il y a quelque chose de très profond là-dedans, du fait qu'on ne peut pas assurer l'orthogonalisation des fonctions de Bloch. Alors il en est de même de la périodicité des fonctions de Bloch en K. C'est facile, par exemple, de montrer que les valeurs propres sont périodiques
dans le réseau réciproque, pourvu qu'on puisse correctement numéroter les bandes. Donc comment on montre ça? Eh bien, en utilisant simplement le fait que si je translate K par un vecteur du réseau réciproque G, il est relié à HK par une transformation unitaire qui va être UG, UG-1 avec UG égale exponentielle moins IGR. Et donc cette propriété découle directement de l'équation qui est là, un renumérotage des bandes près. Avec des subtilités quand il y a des croisements de niveau, mais disons, voilà. Alors en revanche, la seule chose que vous pouvez déduire de ça, c'est que UN de K plus G est égal à UG de UNK à une phase près, qui peut dépendre de K. Donc quand vous passez d'un point K à son point translaté dans une autre zone de Brillouin, il ne suffit pas d'appliquer UG, il peut y avoir un changement de la phase de, il faut y avoir un changement de la phase de la fonction d'onde. Et de nouveau, quand on a un système qui va avoir une topologie non triviale, il n'y a pas de choix de phase uniforme. On peut avoir à passer d'un choix de fonction d'onde à un autre choix de fonction d'onde, relié par une transformation de jauge singulière sur la phase. Donc, cette question-là, elle nous incite à introduire un objet qui nous permet de comparer les fonctions de bloc en deux points K différents de la zone de Brillouin. Donc la zone de Brillouin, elle a si vous voulez, c'est un tore. Hein. Je peux identifier les bords de la zone de Brillouin entre eux. Donc c'est une variété qui a la topologie d'un tore. Et je me demande comment les fonctions d'onde changent quand je me promène sur ce tore. Comment la fonction d'onde associée à une bande donnée, en supposant qu'il n'y ait pas de croisement de niveau et que cet état soit non dégénéré, change quand je me promène sur ce tore. Donc de nouveau, la notion de fibré vectoriel qu'on a vu tout à l'heure, cette fois engendrée par des fonctions d'onde à un corps. Donc pour comparer les fonctions d'onde, je peux considérer le recouvrement. Donc je vais regarder la manière dont UN de K plus DK, quand j'ai fait un petit mouvement dans la zone de Brillouin, se compare à UN de K en prenant le produit scalaire de ces deux vecteurs. Et donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est UN de K 1 plus DK gradient dans l'espace K, UN de K. La fonction UN est normalisée, donc c'est 1 plus dk UN gradient KUN. Et donc vous voyez apparaître ici quelque chose qui est essentiellement la phase de Berry associée à la fonction de bloc UN, où K, c'est KX, KY, ça se promène, donc c'est mes lambda de tout à l'heure, hein. Mes lambda deviennent KX, KY, qui se promènent sur le tore, qui est la zone de Brillouin. Je peux écrire ça au même ordre en delta K, comme exponentielle de moins I dk AN de K, où AN de K est la connexion de Berry associée à l'état de bloc que je considère. Et donc cette fois, comme je considère un problème à deux paramètres, Kx et Ky, dans une zone de Brillouin bidimensionnelle, ma connexion de Berry a deux composantes. La courbure de Berry correspondante f à b, c'est donc,
comme on a vu tout à l'heure, dA AB moins dB à A. C'est le rotationnel d'un potentiel vecteur dans l'espace des paramètres à 2 dimensions. Donc je peux aussi voir ces deux formes FAB comme tout simplement un champ magnétique fictif qui agit dans l'espace des paramètres. Et donc ce tenseur FAB, il est simplement donné par I DAUN DBUN moins AB. De nouveau avec la notation dA égale D sur dK. Alors, remarquez que, comme d'habitude, le choix, la définition de ma fonction de bloc en un point K donné, c'est à une phase près. Je peux rephaser mes fonctions de bloc. Est-ce que je peux les rephaser de manière lisse, non singulière dans l'ensemble de la zone de Brillouin? C'est toute la question. Mais si je rephase mes fonctions de bloc, si je change mes fonctions de bloc par une phase qui peut dépendre de K, donc si je prends maintenant un U tilde nk qui va être exponentiel de I phi k UNK, eh bien, j'obtiens une nouvelle connexion de Berry A tilde nk qui est ANK moins gradient K de phi. Donc, la connexion de Berry se transforme qu'un ancien de jauge dans l'espace des paramètres. Alors, je profite de cette occasion pour introduire une notion un petit peu plus générale, qui est le tenseur géométrique. Qui compare non seulement les phases des fonctions d'onde, mais également leur distance dans l'espace des fonctions d'onde, également non seulement la partie imaginaire, mais la partie réelle, si vous voulez. Et donc pour faire ça, il est naturel de considérer en gros une métrique sur l'espace des fonctions d'onde. La métrique la plus simple que je peux choisir, c'est une métrique qui est liée à la fidélité ou l'infidélité. Donc je prends le produit scalaire, UN de K, UN de K plus dK. Donc si les deux fonctions d'onde sont égales, ça va être 1. Et donc je peux définir la distance infinitésimale entre deux fonctions d'onde, une métrique de cette manière, de sorte que cet élément de distance sera 0 quand les fonctions d'onde sont égales. Et on peut faire un petit calcul très simple de cette quantité. Donc ça va me définir pour dk infinitésimal une métrique sur l'espace des paramètres. Je vais pouvoir écrire ça GAB de K dk à dkb. Et un calcul simple permet de montrer que, donc on développe cette expression à l'ordre quadratique en K, en dk. Et vous démontrerez facilement, donc les calculs sont dans les notes, ce n'est pas la peine que je les fasse quand même en détail au tableau, c'est très simple. Vous trouverez facilement que la métrique, c'est la partie réelle de dA-UN dB-UN moins dA-UN UN UN dB-UN. Donc vous voyez qu'on peut condenser tout ça dans un tenseur qu'on appelle le tenseur Quantum Geometric Tensor, qui est exactement cet objet ici. Donc si j'appelle ça TAB,
vous voyez que la métrique, c'est la partie réelle du tenseur géométrique, et la courbure de Berry, c'est moins 2 fois la partie imaginaire du tenseur géométrique. Autrement dit, T peut s'écrire comme G moins I sur 2 F. Donc, dans le cours d'aujourd'hui et la plupart du cours de la prochaine fois, on va surtout se préoccuper de la courbure de Berry, mais dans le dernier cours, si on a le temps, on verra des effets physiques liés également à la partie réelle, en particulier des développements relativement récents qui s'intéressent à la relation entre tenseur géométrique, donc la métrique G, et supra dans les systèmes à bande plate. Alors, qu'est-ce que je veux vous raconter d'autre? Donc, quelques propriétés de la courbure de Berry pour une bande donnée, ou pour plusieurs bandes. On reviendra plus en détail sur ces propriétés la prochaine fois. Mais vous pouvez vous amuser à démontrer à titre d'exercice la chose suivante. D'abord, si vous sommez sur toutes les bandes la courbure de Berry en un point K fixé donné, vous allez trouver 0. Donc ça, c'est assez facile à montrer en insérant un nombre complet d'états, etc. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si je considère le fibré vectoriel qui est associé à un état de bloc donné en chaque point de ma zone de Brillouin, ce fibré vectoriel peut être non trivial, avoir une courbure de Berry non triviale et un nombre de Chern non trivial. Mais si je considère l'espace complet, dans lequel en chaque point j'ai tout l'espace de Hilbert des fonctions d'onde, donc toutes mes bandes, ce fibré vectoriel est nécessairement topologiquement trivial. Donc ça, c'est une première propriété importante. La deuxième propriété importante, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'applique une opération de renversement du temps. Donc si je fais un renversement du temps, donc dans un renversement du temps, je détaillerai ça un peu plus la prochaine fois sur l'exemple des systèmes à deux bandes qui est plus explicite. L'hamiltonien K devient moins K, puisque K c'est une dérivée de la position par rapport au temps devient moins T, donc K devient moins K, mais l'hamiltonien devient son complexe conjugué, donc H de K devient H de moins K étoile, et vous pouvez aussi montrer que la courbure de Berry, F de K, change en moins F de moins K. Donc ça, c'est time reversal. Et si vous regardez les symétries d'inversion, donc la symétrie d'inversion, c'est simplement K de moins K, donc F de K devient F de moins K. Donc de ces deux propriétés, il résulte que si votre système a à la fois l'invariance par renversement du temps et la symétrie d'inversion, donc si le système a à la fois T et I, eh bien la courbure de Berry est nulle, puisque c'est une fonction qui est à la fois paire et impaire. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'effet topologique possible. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur la courbure de Berry? Oui, c'est peut-être le moment, effectivement, Nathan Goldman m'a fait remarquer que j'avais oublié de dire quelque chose tout à l'heure. Il a raison. Donc c'est peut-être le moment de le dire. Donc j'avais expliqué au premier cours que on pouvait voir tout ça dans le langage des fibrés vectoriels, où en chaque point de l'espace des paramètres, qui en l'occurrence là est mon tore de la zone de Brillouin, j'ai une fibre qui en l'occurrence ici est la fonction
un corps lié à une bande donnée. Et je m'étais un petit peu arrêté là, mais je devrais également dire que c'est la connexion de Berry qui me permet de relier. Donc on avait vu que le transport d'un vecteur donné, donc ici ce serait un UN, disons, peut s'écrire, le changement d'un vecteur donné peut s'écrire comme UN DUN fois UN. Donc ça c'est le transport le long de la fibre, plus 1 moins. Donc ça c'est le projecteur qui me fait sortir de la fibre. DUN. On avait vu que la notion de transport parallèle, c'était, donc parallèle transport, qui, je vous le rappelle, est le transport perpendiculairement à la fibre, pour nous simplifier la vie. Parallèle transport, c'est UN, DUN égale 0. Et à partir de la connexion de Berry à N pour cette bande, je peux introduire une dérivée covariante, D, qui va être D plus IA. Et vous voyez que la condition, cette condition-là, c'est précisément la condition que dn égale 0. Si dn égale 0, à ce moment-là, le changement de n est lié à un pur changement de phase. Donc dn égale 0, c'est un pur changement de phase. Donc la dérivée covariante dn, dun, elle mesure le changement du vecteur qui n'est fait intervenir aucune torsion. Je crois que c'est à peu près ce que je voulais vous dire sur les définitions de la connexion de Berry pour une bande de blocs donnés. La dernière chose qu'il faut que j'ajoute, c'est de nouveau la décomposition du tenseur géométrique complet ou de la courbure de Berry sur, je vais peut-être le faire ici, sur les autres états. Donc de nouveau, en utilisant la théorie de perturbation au premier ordre, je peux écrire le changement de la fonction d'onde UN. Alors je vais mettre ici perpendiculaire, ça veut dire perpendiculaire à la fibre, autrement dit parallèle. D'accord ? Donc je n'écris pas la composante qui est le changement de phase selon n. J'écris uniquement la composante sur les autres états. Donc à ce moment-là, ça c'est la somme théorie de perturbation au premier ordre sur m différent de m dA hk n sur epsilon n moins epsilon m. Et en utilisant cette propriété et en l'insérant dans la définition du tenseur géométrique qui est là-bas, vous pouvez établir que le tenseur géométrique pour la bande n peut s'exprimer comme une somme sur toutes les autres bandes de n dhk m db hk n divisé par epsilon n moins epsilon m au carré. Donc vous voyez que cette formule, elle est très similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure, mais la différence importante, c'est que tout à l'heure, on avait fait une décomposition sur des états à n corps. Ici, il s'agit d'une bande donnée et d'une décomposition sur les états à un corps d'un problème sans interaction. Mais évidemment, les deux définitions coïncident.
si vous prenez le déterminant de Slater des orbitales à une particule et que vous l'insérez dans le truc à n corps de tout à l'heure, vous trouvez cette expression. Donc voilà l'expression du tenseur géométrique. Il y a une autre expression du tenseur géométrique que vous pouvez facilement établir également à partir de cette formule, qui est que ça, c'est aussi égal à moins la somme pour m différent de n, de un dA um, dB un. Et en utilisant la transformation unitaire de tout à l'heure, qui permet de passer de K à K plus G, vous pouvez montrer que le tenseur géométrique à la périodicité, ça je vais peut-être le mettre ici aussi, à la périodicité du réseau réciproque. Alors maintenant, on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour, en suivant TKNN, établir la relation qui existe entre la conductance de Hall d'une bande donnée et la courbure de Berry de cette bande, qu'on a ainsi définie. Mais pour ça, il faut comprendre un petit peu plus comment s'exprime le transport en termes des ondes de Bloch. Donc ça, c'est aussi relativement standard. Donc ça, j'ai fait. Bon, voilà. Je vous le rappelle, mais je vais quand même le dériver au tableau parce que c'est important. Donc ce qu'on veut, c'est calculer les éléments de matrice du courant. Donc maintenant, il s'agit du courant dans un problème à un corps. Donc le courant, c'est simplement H bar sur I gradient. Je n'ai pas mis de champ magnétique pour l'instant, c'est juste ça. Pris entre deux ondes de Bloch, les ondes de Bloch complètes, exponentielle IKR, UKN, psi KN et psi KN'. Donc, c'est facile de relier ces éléments de matrice aux énergies propres et aux fonctions de Bloch. Et c'est ça que je voudrais faire au tableau maintenant. Donc maintenant, on passe plutôt au transport. Donc on veut calculer les éléments de matrice de la vitesse, Vk nn', entre deux ondes de Bloch, donc c'est 1 sur h bar, c'est psi kn, P sur m, qui est l'opérateur vitesse, psi kn'. Et je peux appliquer à cette expression la transformation unitaire UK, exponentielle IKR, exponentielle moins IKR de tout à l'heure, pour exprimer ça comme 1 sur m, UKN, donc maintenant en termes de la fonction de Bloch, P plus H bar K, UKN', où ce P c'est H bar sur I, gradient R. Donc il y a un H bar qui sort devant tout le monde. Et je dois calculer 1 sur I gradient R plus K. Alors pour calculer ça, je peux utiliser le fait que l'hamiltonien HK qu'on avait vu tout à l'heure, HK, c'était 1 sur 2m P plus H bar K carré H bar sur I gradient R plus V de R. Et en prenant gradient K de HK, vous faites apparaître cet opérateur. Par conséquent, ça, je peux aussi l'écrire comme 1 sur H bar
UKN, gradient K de HK, UKN'. Donc l'élément de matrice diagonale n égale n', il est très simple, puisque HK UKN, c'est la valeur propre en énergie de bande epsilon Kn UKN. Il suffit de différencier cette équation et vous trouvez tout de suite que VK, l'élément de matrice diagonale de la vitesse dans une bande donnée, c'est 1 sur h bar fois la manière dont varie la valeur propre quand on change K. En revanche, vous pouvez faire ça pour n différent de n', donc prendre le gradient de K ici, mais maintenant projeter sur n' au lieu de projeter sur n. Et ce que vous obtenez en faisant ça, c'est que VK nn', c'est 1 sur h bar epsilon K n' moins epsilon Kn. Donc ça, c'est la partie qui fait intervenir uniquement les énergies propres, mais il y a ici UKN, gradient K, de UKN'. Donc vous voyez qu'à la différence de l'élément de matrice diagonale de la vitesse, l'élément de matrice non diagonale, il fait intervenir des recouvrements de fonctions d'onde, et en particulier, de nouveau, des recouvrements de fonctions d'onde quand on change K, donc il va être sensible à la manière dont la phase de la fonction d'onde change quand on change K dans la zone de Brillouin. Alors on peut utiliser tout ça pour comprendre la réponse à un champ électrique, par exemple, en présence d'un champ magnétique appliqué, donc l'effet Hall. Et de nouveau, on peut faire ça en utilisant la formule de Kubo. Donc je vous rappelle ici l'expression de la formule de Kubo pour la conductivité de Hall, qui est maintenant la conductivité de Hall associée à une bande donnée n. Donc c'était moins IH bar dans la limite de oméga tend vers 0. C'était moins IH bar sur l'air du système, somme sur K, fois somme sur M différent de n, de l'élément de matrice JNM du courant, JMN de K, moins, alors ça c'est selon X et selon Y, moins son symétrique en XY divisé par epsilon NK moins epsilon MK au carré. Et l'élément de matrice du courant, donc JNM c'est un shorthand pour UNK, J UNK. Le courant JNM, c'est moins E fois l'élément de matrice de la vitesse. Et donc, en combinant cette expression, la formule de Kubo, et l'expression de la courbure de Berry ou du tenseur géométrique en fonction de gradient KH, on obtient directement une formule analogue à celle de tout à l'heure, mais cette fois pour des fonctions d'onde à un corps, qui est que la conductance de Hall associée à une bande donnée n est égale à moins E carré sur H fois l'intégrale dkx, dky, de nouveau orienté correctement sur le tore de la zone de Brillouin divisé par 2π, de la courbure de Berry de cette bande n,
intégré sur l'ensemble de la zone de Brillouin. Et ça, c'est le nombre de Chern de la bande N, dont on verra sur des exemples explicites que dans des cas simples, il est quantifié de manière entière. Donc ça, c'est le principal résultat de l'article de TKNN, qui est que sigma xy est égal à moins E carré sur H fois le nombre de Chern de la bande considérée. Alors vous voyez en particulier que ça ouvre une possibilité assez surprenante, qui est que si vous avez une bande qui est topologiquement non triviale, au sens qu'elle a un nombre de Chern non nul, elle peut avoir une conductance de Hall non nulle, même en l'absence de champ magnétique appliqué. Évidemment, pour ça, il faut briser certaines symétries, comme on a vu tout à l'heure. Donc on verra au cours prochain des exemples explicites à deux bandes. Le fameux modèle de Holden, en fait, j'en fais une version plus simple sur le réseau carré, parce que ça permet de faire tous les calculs analytiquement plus facilement, où on réalise un système dans lequel on a deux bandes. Si on considère ces deux bandes ensemble, la somme des nombres de Chern est nulle, évidemment, ça résulte de ce que je disais tout à l'heure de manière générale. Mais si on considère que la bande du bas est pleine, la bande du haut est vide, on considère seulement une bande, elle a un nombre de Chern non nul, qui peut être plus 1 ou moins 1, et en l'absence de champ magnétique appliqué, ce type de modèle, qui brise l'invariance par renversement du temps, mais qui n'a pas explicitement de champ magnétique appliqué, a une conductance de Hall non nulle. C'est ce qu'on appelle un isolant de Chern. Voilà, donc ça c'est le résultat principal de TKNN. Finalement, je ne suis pas si en retard que ça, donc je vais peut-être pouvoir préparer les choses pour le cours suivant en vous parlant quand même de structure de bande du graphène. Est-ce que j'ai vraiment le temps de faire ça? Oui, je crois que j'ai le temps de faire ça. Ah, non, je voudrais quand même vous dire que là, j'ai tout fait à partir de la formule de Kubo, ce qui est quand même un petit peu, peut-être, abstrait. Évidemment, je pourrais aussi prendre une approche semi-classique du transport. Ça, c'est quand même important à dire. Je pourrais utiliser une approche semi-classique du transport. Je ne vais pas vous dériver explicitement. Donc vous savez que on peut aussi, au lieu de ce... La formule de Kubo est quand même une approche plus rigoureuse, mais dans certaines conditions, on peut se contenter d'une description semi-classique. On considère des paquets d'ondes qui sont une certaine distribution spatiale et une certaine distribution dans l'espace des moments, et la manière dont ce paquet d'ondes est transporté quand on applique la force de Lorentz à ce paquet d'ondes. Donc en général, on écrit que la vitesse, R point, de ce paquet d'ondes, donc maintenant je considère un paquet d'ondes centré en R et K, disons. En général, on écrit que la vitesse de ce paquet d'ondes est donnée par la vitesse de la bande considérée. Donc, on a vu qu'elle était égale à 1 sur h bar gradient k de epsilon k. Donc, on écrit des équations couplées pour l'évolution temporelle de ces deux variables. Et que h bar k point, qui est le changement de la quasi-impulsion avec le temps, donc une accélération, est égal à la force de Lorentz, plus éventuellement une force dissipative qui ferait intervenir le taux de collision que je ne vais pas écrire ici. Alors, en présence d'une courbure de Berry de ma bande, ces équations sont incomplètes et c'est facile de voir que l'expression qui est ici, elle est complètement compatible avec l'ajout d'un terme qui symétrise un peu ces équations et qu'il y a en plus un terme dans l'équation pour la vitesse qui est produit vectoriel entre k et le champ magnétique fictif dans l'espace des paramètres.
Je l'appelle encore f. fxy, c'est le tenseur dxay moins dyax. Comme on est à deux dimensions, je peux exprimer ce tenseur comme c'est le rotationnel d'un potentiel vecteur, donc c'est un champ magnétique selon l'autre axe. Et donc j'appelle ce champ magnétique F. C'est un champ magnétique dans l'espace des paramètres qui dépend de K. Et il est facile de voir que ces équations semi-classiques donnent exactement le résultat qui est là. Je vais rapidement vous le montrer. Donc si je calcule le courant, donc le courant, c'est moins E fois l'intégrale de la vitesse sur la zone de bruit loin, donc l'intégrale d 2k sur 2pi carré, en normalisant ma zone de bruit loin, fois R point. Donc j'utilise cette équation. Ça, c'est égal à moins E fois l'intégrale d 2k sur 2pi carré de 1 sur h bar gradient k de epsilon k plus, j'utilise cette expression, E sur h bar, produit vectoriel du champ électrique appliqué avec ce champ magnétique fictif dans l'espace des paramètres. Le premier terme, c'est l'intégrale sur l'ensemble de la zone de bruit loin du gradient de l'énergie propre, mais mon énergie propre est périodique sur la zone de bruit loin, comme on l'a vu tout à l'heure, donc ce terme est nul. Et donc finalement, je trouve que donc ici, j'obtiens que JY va être donné par EX fois l'intégrale de E, intégrale d 2k sur 2pi carré, E sur h bar, donc ça va me donner E carré, 2pi h bar va me donner H, d'accord. Il me reste une intégrale sur la zone de bruit loin divisée par 2pi, fois la courbure de Berry, qui est exactement la formule qui est là. Donc, ces équations semi-classiques permettent de rationaliser le résultat obtenu par la formule de Kubo, ou inversement, selon ce que vous préférez. Alors, il y a d'autres termes. Ah oui, donc ça, c'est quand même important de dire que ce terme-là, en fait, il apparaît déjà dans un article de Karplus et Luttinger sur les fôles anormales, dont je n'ai plus la date en tête, mais qui doit remonter aux années 60. Et ça, ce n'est pas les équations semi-classiques complètes. Les équations semi-classiques complètes, vous pouvez les trouver dans un célèbre article de revue de New et Coworkers. Je mettrai la référence dans les notes. Et elles sont aussi très bien expliquées dans un article de Jean-Noël Fuchs qui explique ça très bien. Mais voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y a une description semi-classique du transport qui permet de bien se connecter à ce qu'on a fait avec la formule de Kubo. Alors, comme il me reste un petit peu de temps, je vais commencer à introduire la structure de bande du graphène, parce que ça va nous avancer un petit peu pour la prochaine fois. Donc là, on revient à des choses que je pense tout le monde connaît assez bien, mais ça va être quand même l'occasion de les rappeler. Donc déjà, il y a le vrai graphène, et puis il y a le graphène du théoricien. Donc le vrai graphène, c'est ça. On a un réseau hexagonal, enfin si on peut dire. On a un réseau Honeycomb hexagonal en nid d'abeille d'atomes de carbone. Et je vous rappelle qu'un atome de carbone a 6 électrons. Donc on a un réseau hexagonal d'atomes de carbone, etc. Et chaque atome de carbone a une composition électronique qui est 1s2, 2s2, 2p2. Donc 2 électrons dans la couche 1s, 2 électrons dans la couche 2s, 2 électrons dans la couche 2p. Alors les états 1s, c'est des états qui sont très profonds en énergie, qui en gros vont être des états atomiques, on ne s'en occupe pas, ce qu'on appelle les états de Kerr. En revanche, ces 4 électrons qui sont ici, c'est 4 électrons de valence. Et il faut comprendre comment ces 4 électrons de valence
vont se répartir dans les bandes d'énergie quand on commence à mettre les atomes de carbone ensemble dans ce réseau. Alors pour comprendre ça, j'ai donc à considérer sur chaque atome de carbone une orbitale 2s, qui est une petite sphère, une orbitale 2px, 2py et 3 orbitales p. Alors l'orbitale pz, elle pointe perpendiculairement au plan. Les orbitales px et py, elles pointent dans le plan. Et donc, il est commode de faire des combinaisons linéaires de ces orbitales et de fabriquer ce qu'on appelle des orbitales hybrides sp2. C'est pour utiliser le langage du chimiste, qui consiste simplement à considérer une orbitale px, qui va être un truc comme ça, combinée avec mon orbitale 2s pour former un hybride qui va être probablement un truc qui a cette tête-là. Et ces orbitales sp2, elles vont s'hybrider entre elles. Donc maintenant, je considère 2 atomes de carbone. Donc j'ai 2 atomes de carbone avec chacune mes 3 orbitales, mes 3 hybrides sp2. Ces 3 hybrides sp2 vont former 3 bandes liantes et 3 bandes antiliantes. Et je vais pouvoir placer, donc j'ai combien d'électrons à placer? J'ai à placer 4 électrons qui sont là, 4 électrons qui sont là, et puis j'ai en plus Pz, évidemment. Sur chacun des atomes. Et j'ai 8 électrons à placer. Je peux placer 6 de ces électrons en remplaçant complètement les états liants formés à partir des orbitales sp2. Donc ici, je vais mettre 6 électrons. Donc c'est ce qui est plus ou moins représenté sur ce truc qui vient de Wikipédia, où vous voyez en noir les bandes ou les orbitales moléculaires, disons, provenant des hybridations sp2 à 120 degrés les unes des autres, qui forment des bandes sigma entre atomes de carbone. Et j'en ai mis donc 6 là, et il me reste donc 2 électrons dans chacune des bandes PZ. Les bandes PZ, elles pointent hors du plan, et donc elles vont faire une hybridation de type pi, c'est-à-dire latéralement au lobe. Et c'est ça le graphène du théoricien. Ça va être d'oublier les hybrides sp2 qui sont complètement remplis et de se focaliser uniquement sur un modèle de liaison forte pour les bandes PZ. Voilà, donc je ne voulais pas quand même laisser le graphène dans juste sa description à 2 bandes d'énergie avec juste les PZ. Je voulais quand même revenir à la structure électronique du système. Donc maintenant, on va oublier les bandes pleines et on va considérer uniquement les bandes PZ avec hybridisation pi. J'ai emprunté ce graphe, comme d'ailleurs pas mal d'autres figures qui sont sur mes slides, un très joli article de revue de Jérôme Kessel et Jean-Noël Fuchs, qui est très bien et très utile pour préparer ce cours. Et ça me permet aussi de préciser les notations pour le graphène. Donc ici, on choisit, alors j'ai choisi des vecteurs de base, comme ces auteurs, choisi des vecteurs de base qui ne sont pas tout à fait ce que tout le monde choisit. En général, souvent, A1 est choisi comme ceci et A2 comme ça. Là, on choisit A1 horizontalement. Donc, pour fixer les notations, on a un réseau Honeycomb avec 2 sous-réseaux, A et B. Donc, le réseau en nid d'abeille n'est pas un réseau avec une maille unité à un seul atome. Il y a une maille unité à 2 atomes. Et vous voyez que si je considère une maille unité formée d'un atome pour chaque sous-réseau, je peux générer l'ensemble du réseau Honeycomb par les translations d'un réseau de Bravais de cette maille unité, qui sont des translations d'un réseau triangulaire engendré par 1 et A2. Si vous prenez
ce dimère ici et que vous le propagez selon A2, vous trouvez celui-ci. Si vous le propagez selon A1, vous trouvez celui-ci. Donc le réseau Honeycomb n'est pas un réseau de Bravais. Le graphène, c'est une maille à 2 atomes, plus les translations d'un réseau de Bravais triangulaire. Donc comme il y a 2 atomes dans la maille unité, 2 orbitales dans la maille unité, il va y avoir 2 bandes dans le système. Et ce n'est pas très difficile de donner une description de liaison forte de ces bandes. Donc les coordonnées de ces vecteurs, je ne sais pas si je les ai rappelées là, non, je ne les ai pas rappelées là. Donc 1, le vecteur 1, c'est A sur 2 racine de 3 EX plus EY. Donc vous reconnaissez ici le cosinus et le sinus de 120 degrés. A2, ça va être A sur 2 moins racine de 3 EX plus EY. Et voilà. Et les vecteurs qui connectent un atome à un autre atome, plus proche voisin, c'est delta 1, delta 2, delta 3, que je vais aussi écrire ici. Delta 1, c'est A sur 2, racine de 3. Non, mais j'ai écrit des bêtises, excusez-moi. Vous avez dû m'arrêter parce que A est horizontal. Donc A1, c'est racine de 3, A, EX, c'est ça que je voulais écrire. Et A2, c'est A fois racine de 3 sur 2, EX, plus 3,5 de Y. Voilà, c'est ça que je voulais écrire. J'ai lu la mauvaise ligne. Delta 1, c'est A sur 2, racine de 3, EX, plus EY. Delta 2, c'est A sur 2, moins racine de 3, EX plus EY. Et delta 3, comme vous le voyez là-haut, delta 3, il est vertical, il est égal à moins AEY. Les vecteurs du réseau réciproque, je pensais que je les avais écrits là aussi, donc c'est aussi assez important de les écrire. Donc de nouveau, on applique cette construction, on tourne de pi sur 2, on normalise. Donc ça me donne G1 égale 2 pi sur 1 fois 1 sur racine de 3x moins 1 tiers de y, G2 qui est 2 pi sur 1, 2 tiers de y. Maintenant, je considère un modèle de liaison forte sur ce réseau Honeycomb avec un hopping qui va être T somme de C croix A de R plus delta. Donc C croix vit sur le sous-réseau A. Ici, je somme sur les 3 vecteurs qui le connectent au sous-réseau B, CB de R, plus complexe conjugué. Et je peux introduire les transformés de Fourier partiels sur chaque sous-réseau. Donc la structure en 2 sous-réseaux introduit naturellement un spinner à 2 composantes. M, ça vaut A ou B, ou 1 et 2 si vous voulez. Cm de R, ça va être 1 sur la racine de n, où n est le nombre de cellules unités, somme sur k de exponentielle IKR, CKM. Et si j'ai un saut plus proche voisin uniquement sur les plus proches voisins carbone-carbone, vous voyez que je peux écrire l'hamiltonien de la manière suivante, H0 de K, ça c'est H0, donc maintenant je prends la transformée de Fourier, et je peux écrire l'hamiltonien sous une forme très compacte qui va nous servir beaucoup dans la suite de ces cours, en particulier au cours prochain. C'est donc une matrice de 2 pour chaque point K, à cause de la structure en sous-réseau. Et je peux écrire cette matrice de 2 de la manière suivante. Toute matrice de 2, hermitienne, je peux la décomposer sur les matrices de Pauli. Et donc j'ai une composante dx de K sigma x plus dy de K sigma y.
avec les vecteurs dx et dy qui sont donnés dx égale t somme des cosinus de k delta A et dy qui est t somme des sinus de k delta A. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous servir énormément dans la suite. Tout hamiltonien d'un système à deux bandes va pouvoir se décomposer sous la forme plus générale d'une composante éventuellement sur l'identité qui n'est pas très importante, plus un vecteur d de k fois les matrices de Pauli, sigma x, sigma y, sigma z. Ça généralise tout simplement la représentation habituelle d'un système à deux niveaux en termes d'une sphère de blocs, excepté que maintenant le vecteur en question dépend de chaque point K dans la zone de Brillouin. Et au cours suivant, on va voir comment on peut caractériser complètement la topologie du système en termes de la manière dont l'application entre le tore de Brillouin et la sphère de bloc se comporte du point de vue topologique. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, vous voyez que le vecteur, donc le graphène, vous voyez que le vecteur D, il est confiné au plan équatorial x et y, c'est-à-dire que si je paramétrisais ce vecteur, ou plus exactement le vecteur normé n de k, qui est D de k sur sa norme, sur la sphère unité, vous voyez que dans le cas du graphène, ce vecteur n, il est confiné au plan équatorial, c'est-à-dire que θk, au sens des coordonnées sphériques habituelles, est pi sur 2. Et en particulier, l'application entre le tore de Brillouin et la sphère de bloc est une application triviale puisqu'elle envoie le tore de Brillouin sur le cercle équatorial qui est évidemment contractible. Donc ça vous dit immédiatement qu'il n'y a pas de topologie non triviale dans le cas du graphène. Pour induire de la topologie non triviale, il va falloir compliquer le problème, briser certaines symétries et introduire une composante dz de ce vecteur. C'est ça qu'on fera la prochaine fois. Alors, je finis juste les vecteurs propres de cette affaire. Quelques résultats très simples que vous pouvez facilement démontrer. Si vous prenez donc cet hamiltonien, je vais l'écrire de manière générale, D0 plus D sigma, les valeurs propres de cet hamiltonien, donc il y a deux valeurs propres, epsilon plus moins, ces deux valeurs propres, c'est D0 plus ou moins la norme du vecteur D. Donc ça, c'est un premier résultat important. Et les deuxièmes résultats importants, c'est bien sûr les vecteurs propres. Et là, il y a une question de choix de jauge. Donc si je paramétrise n, le vecteur unitaire défini à partir de D en coordonnées sphériques, donc comme d'habitude, sinus θ, cosinus phi, sinus θ, sinus phi et cosinus θ, tous ces objets dépendants de k, bien sûr. Vous pouvez voir que les vecteurs propres U plus et U moins de ces deux bandes, enfin de ces deux états, je peux par exemple les écrire cosinus θ sur 2 le pôle nord, plus sinus θ sur 2 exponentielle I phi second vecteur de base ou pôle sud, et sinus θ sur 2 exponentielle moins I phi pôle nord, moins cosinus θ sur 2 pôle sud.
Mais ce choix des vecteurs est évidemment lié à un choix de phase. Je pourrais aussi bien enlever cette phase ici et mettre exponentielle moins i phi là, et enlever cette phase-là et mettre exponentielle plus i phi ici. Et donc toute la question qui va nous occuper au cours suivant, c'est de savoir si, quand je regarde l'application entre ce tore de Brillouin et la sphère de Bloch, je peux choisir θ, je peux choisir un choix de phase de manière uniforme, quel que soit k, ou bien si je dois passer d'un choix de phase à l'autre choix de phase, quand k se promène dans la zone de Brillouin, et c'est là qu'il va y avoir de la topologie non triviale. Mais juste pour finir la structure de bande du graphène, et puis on va s'arrêter. Donc vous voyez que la norme de k ici, c'est racine de x dx carré plus dy carré, avec dx et dy donnés par ces deux expressions. Si vous tracez ces deux surfaces, ces deux courbes, vous obtenez ce joli dessin-là, qui vous donne la relation de dispersion de la bande inférieure en fonction de kx, ky dans la zone de Brillouin, la relation de dispersion de la bande supérieure. Et il y a des points particuliers où ces deux bandes se touchent. On continuera ce calcul la prochaine fois. On verra qu'elles se touchent avec une dispersion linéaire qui correspond à un spectre de Dirac. Et les points où elles se touchent, ce sont les points qui sont ici indiqués dans la zone de Brillouin, K, K', et les différents points obtenus par symétrie. Donc dans cette zone de Brillouin, il y a des points particuliers qui sont reliés par la symétrie d'enversement du temps. Si je prends K ici, sont symétriques par renversement du temps, c'est bien sûr moins K, puisqu'on a vu que K et moins K étaient reliés par renversement du temps, mais ce sont les deux seuls points qui sont inéquivalents par symétrie, puisque K' ici, c'est moins K plus G1 plus G2, qui sont écrits ici. Si vous prenez G1 plus G2 et que vous l'appliquez à moins K, vous trouvez K', donc K' moins moins K sont équivalents par symétrie. Alors, petite remarque, comme j'ai défini les vecteurs G1 et G2 comme ceci, ils sont représentés là, il pourrait être naturel de choisir la zone de Brillouin comme cet objet bizarre ici, ce trapèze-là, mais personne ne fait ça. En fait, il est plus commode de choisir la maille de Wigner-Seitz, c'est-à-dire les points qui sont le plus proches du point 0, 0, et au lieu de prendre ce trapèze, de choisir la zone de Brillouin comme étant cet hexagone. C'est évidemment équivalent, puisque je peux transformer toutes ces portions de la zone de Brillouin dans les portions du trapèze qui est là, par une translation du réseau réciproque. Donc, dans toute la suite et dans toute la littérature, la zone de Brillouin du graphène, c'est cet hexagone, et j'essaierai d'être cohérent avec des notations où K et moins K sont les points reliés par renversement du temps, mais alternativement, c'est aussi bien K et K', si on veut. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça faisait beaucoup de matériel. Au cours des cours suivants, il y aura plus de physique, en particulier à travers les séminaires, mais c'était nécessaire d'introduire toute cette notion de base pour avoir le matériel pour la suite des cours. Je vous remercie, et donc on se revoit mercredi prochain avec le 3e cours, qui sera consacré aux isolants de Chern entiers et au modèle de Holden, et le séminaire de Dimitri Efetov.